J'ai porté plainte contre mes parents et je vais devoir retourner vivre chez eux. Pour moi, c'était impensable. Pour moi, j'allais partir en foyer d'urgence. C'est bien beau d'avoir un suivi avant pour savoir s'ils peuvent adopter des enfants. On va leur donner tout l'amour possible. Il aurait dû avoir un suivi. Il m'a dit, mais tu voudrais pas faire ça pour de l'argent? Et moi, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? Ce garçon, il m'avait demandé de faire rapport anal et rapport vaginal sans protection et de l'uro qui me fasse pipi dessus. Je pense que j'ai pas assez peur des fois. T'enlèves le préservatif et tu t'en rends même pas compte. Mais tu sais que ça, c'est un VIOL. Tu sais quoi, tu me dis ça, mais franchement, j'avais jamais pensé à ça. C'est de se faire payer avant pour pas se faire avoir à la fin, quoi. Parce que bon, une femme, comment on se débat des fois contre un homme? C'est quoi le cadeau le plus fou qu'un homme t'ait fait? Une voiture. Hello tout le monde et bienvenue dans Carla pour toi. Aujourd'hui, je reçois Lana. À 16 ans, Lana, elle tombe dans l'escorting. Mais avant d'être une escorte, Lana, ça a surtout été une petite fille que personne n'a vraiment protégée. Elle a été adoptée à 4 ans, maltraitée dans sa famille adoptive, placée en foyer, livrée à elle-même beaucoup trop jeune. Et un jour, un garçon lui a dit une phrase qui va faire basculer sa vie. Tu devrais te prostituer. Il la prend en photo, il la met sur une annonce, il prend 50% de ce qu'elle gagne et à partir de là, Lana, elle découvre l'argent facile, les clients, les hommes mariés, les situations dangereuses, les limites qui disparaissent et surtout cette impression terrible, ne plus savoir comment sortir de là. Aujourd'hui, elle va nous raconter le cheminement, comment une fille adoptée, mal aimée, abandonnée, peut finir par croire que son corps est la seule chose qui lui reste. Cette histoire est dure, elle est choquante, mais elle est nécessaire. Bienvenue dans Carla pour toi. Et surtout, si vous aimez ce genre de vidéos, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est ce qui peut me permettre de continuer à en faire. Je suis escorte, mais avant de me juger, il faut comprendre d'où je viens. Mon adoption, ma famille et tout ce que j'ai vécu. Et je vais vous raconter tout ça. Salut Lana. Coucou. Lana, t'es un petit peu stressée. Oui, un peu beaucoup. Pourquoi? J'ai pas l'habitude, c'est la première fois, donc voilà. Ok, t'inquiète, ça va le faire. Je te promets que t'es avec moi, c'est un espace bienveillant. Ok, alors Lana, pourquoi t'as voulu venir t'exprimer aujourd'hui? Pour raconter un peu mon histoire, voilà, donc l'adoption. Pour raconter un peu que des fois, c'est pas toujours tout beau. Et voilà, un peu où ça m'a mené après. Et voilà. Où est-ce que ça t'a mené? Du coup, à la prostitution. Tu m'as dit que peut-être faire ce témoignage, ça allait t'aider à arrêter. Oui, je pense que ça peut m'aider à me faire comprendre que c'est pas quelque chose d'anodin de faire ça. Est-ce que tu as l'impression d'être prisonnière de cette vie, de pas réussir à arrêter? Qu'aujourd'hui, tu es escorte, toi, t'es pas trop contente de cette situation-là, mais en fait, tu as toute une histoire qui t'a amené jusque-là, et c'est de ça qu'on voudrait parler, pour arriver après jusqu'à l'escorting et comprendre un petit peu tout le cheminement de pourquoi en fait tu es devenue escorte. Oui. Toi, tu as été adoptée à l'âge de 4 ans. Oui. Avant ça, tu étais dans une famille d'accueil. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton enfance? Alors moi, donc, j'ai été donc, en famille d'accueil il y a quelques mois jusqu'à mes 4 ans. Donc c'était vraiment, j'en ai peu de souvenirs, enfin j'ai peu de souvenirs de ça, mais j'en retiens que du bon. Tous les souvenirs que j'ai, c'était vraiment super. Enfin, pour moi, voilà, j'allais rester là-bas. À aucun moment, j'allais être adoptée. Si tu veux, tu peux pleurer. Il y a tout le monde qui pleure dans ce podcast, je te jure. En fait, le but, c'est vraiment d'être toi-même, te laisser aller. Enfin... pour moi, c'était comme si c'était ma famille. Hein. Enfin, j'avais aucun souvenir que ma maman elle m'avait abandonnée, enfin mes parents. Donc, je devais être là, enfin, je devais rester ici dans cette famille. C'était une super famille d'accueil. Vraiment trop bien. Donc, elle avait des enfants déjà, elle, mais à elle-même, ses vrais enfants. Donc c'était comme mes frères, hein. Ils étaient 3. J'en retiens que du bon de cette famille. Tu m'as raconté que ta famille d'accueil t'ont dit que quand tu étais un tout petit bébé, il y a tes parents adoptifs qui venaient souvent régulièrement te voir et que ta mère adoptive, elle disait des choses malveillantes à ton égard alors que tu étais un tout petit bébé, c'est vrai ça? Ma mère de famille d'accueil qui m'avait dit qu'elle faisait beaucoup de réflexions, que je mangeais trop, que j'étais trop grosse. Alors que tu avais quoi, 4 ans? Oui, j'étais toute petite. Tu m'as dit que ton adoption, elle s'était mal passée, que tu étais tombée dans une famille qui n'était pas aimante, où ça a été compliqué. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu? Oui, alors, du coup, ils n'ont pas du tout su me donner de l'amour, à moi et mon frère, parce qu'on a été adoptés ensemble. Donc ça, c'était déjà beaucoup. Tu n'avais pas le droit de prendre des douches quand tu voulais? Tu peux me raconter ça? Oui, alors, c'était 2 fois par semaine. Le mercredi, c'était le corps, et le dimanche, c'était le corps et les cheveux. Et voilà, donc c'était chiant. Donc tu te lavais 2 fois par semaine? Oui, 2 fois par semaine. Bon, quand j'étais en primaire, tout ça, voilà, pour moi c'était normal. Hein. C'est une fois arrivée au collège que voilà,
les filles, on se parle un peu entre nous, on se raconte un peu nos vies, enfin voilà, nos petits commérages, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être pas normal de se laver que 2 fois. C'est pas normal de se laver 2 fois par semaine. Et toi, t'avais pas le droit de te laver plus? Bah après moi, c'était une loi un peu. Moi, je cherchais pas à rentrer dans le conflit avec elle. Ils faisaient quoi comme travail, tes parents? Alors ma mère, elle était comptable et mon père, il est agriculteur encore aujourd'hui. Voilà, donc il était jamais à la maison. Ça, c'était un peu voilà. Donc c'est elle qui décidait tout à la maison, qui faisait sa loi, qui décidait de tout. Et mon père, sur l'éducation, il a jamais mis son petit grain. D'accord. En tout cas, pas sur l'éducation, par exemple sur la douche, sur je sais pas moi, même la nourriture. Franchement, il n'a pas du tout été présent pour ça. Donc c'était pas facile parce qu'en plus, pour lui, ça se passait bien quand il n'était pas là. Donc quand il rentrait du travail et que ma mère racontait que ça s'était mal passé, pour lui, c'était pas grand-chose. Enfin, en fait, il voyait pas la réalité de ce qui se passait à la maison, vraiment. Donc, voilà. Ok, et donc du coup, il y a un moment, tu as commencé à mentir à ta mère, tu m'as dit, pour pouvoir prendre des douches le matin? À partir du collège. Ouais. Voilà, je me réveillais tôt, je prenais ma douche en cachette. Et voilà. Et j'ai fait ça jusqu'à que je sois partie, jusqu'à 14 ans. Quelque chose comme ça. T'avais peur de ta mère adoptive? Bon, j'avais peur, non, mais il y avait beaucoup de froideur entre nous. Hein. Voilà, donc... Il y avait des violences qui arrivaient pour rien? Oui, ouais, beaucoup pour rien. Par exemple, un jour, j'ai voulu prendre un rasoir parce que je voulais me raser les jambes. J'avais pris dans le placard de mon père un rasoir et la mousse à raser. Et après, ma mère, je crois qu'elle vient dans ma chambre et elle voit que c'est moi. Et là, vraiment, je me rappelle plus de la scène exacte, mais je me rappelle que j'avais eu des griffures partout sur les bras. Ok. Et elle t'a violenté quoi? Ouais, mais pour rien. Vraiment pour rien. C'était vraiment, à chaque fois, c'était pour des choses, mais vraiment... il y avait beaucoup de violence. Bêtes, ouais. Vraiment des choses bêtes. Hein. Par exemple aussi, la nourriture, les placards. Si on ouvrait un placard et qu'on prenait un gâteau ou qu'on prenait un bout de fromage dans le frigo, c'était du vol. Ou même si on prenait une enveloppe, hein, c'est toujours, fallait qu'elle mette ça à du vol. Pourtant, voilà. Alors, je voudrais revenir à comment t'es arrivée en foyer, parce que t'as porté plainte contre tes parents adoptifs. Ouais, tu peux me raconter pourquoi t'as porté plainte contre eux? T'avais quel âge? 14 ans. Et c'était un soir, fin de journée. Je devais aller avec mes parents voir mes grands-parents pour l'anniversaire de mon grand-père, je crois. Et moi, j'avais dit que je voulais pas y aller. Donc, je dis à ma mère que je veux pas, que je suis fatiguée, j'avais pas envie. Et elle me dit, tu vas voir quand ton père il va arriver. Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il va dire? Il va rien dire, il va dire, bah, c'est pas grave, tu iras dimanche les voir. Et pas du tout. Alors, il s'est énervé. Vraiment, moi, il n'avait jamais été comme ça avec moi. Il n'avait jamais été comme ça avec moi et franchement, ça m'avait choquée. Genre, il m'a pris, il m'a jeté dans tous les sens. Il m'a dit, je sais pas, vraiment plein de reproches. Et vraiment, il m'a balancé dans un coin de ma chambre. Je crois qu'il m'a mis des coups. Et ensuite, ils sont partis. Et moi, du coup, j'étais recroquevillée dans un coin de ma chambre. Le lendemain, à l'école, moi, je le dis. Hein. J'ai pas peur de le dire à mes copines. Surtout, voilà, mes parents adoptifs, il n'y a pas ce lien. J'ai peur de dire pour que pas qu'il leur arrive quelque chose. Voilà, moi, pas du tout. Hein. Tu les aimais pas? Comme on aime des parents? Je pense pas, non. Non, bah, je les aimais pas, non. Non, je les aimais pas. Et eux, ils t'aimaient pas comme on aime une fille? Voilà, c'est sûr. Et du coup, j'avais des bleus. Et moi, je le montre à mes copines. Elles sont allées le dire aux surveillants. Donc, ils étaient que 2 hein, dans ce lycée. Il y a un espèce d'éducateur qui vient dans le lycée et qui me prend à part et qui me demande « Est-ce que tu veux porter plainte contre tes parents ?» Et moi, je me suis dit « Oui, je vais le faire parce qu'avec tout ce que ma mère, elle m'a fait endurer auparavant, moi, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Et même si j'avais pas envie de le faire pour mon père, parce que ce soir-là, il n'y a que mon père hein, qui s'en est pris à moi, pas ma mère. J'avais pas envie de le faire d'un côté parce que c'est... Voilà, mon père, il avait des soucis avec sa ferme. C'était le moment où ils étaient en GAEC, donc ils étaient 2 dans une grande ferme et ils avaient décidé de plus être ensemble. Donc je me suis dit que voilà, il a un peu lâché sa
son stress sur moi, quoi. Il s'est lâché, mais moi, je l'ai pas non plus pris. Je l'ai pas pris comme quelque chose qu'il voulait vraiment faire, quoi. C'est sur le coup. Ouais. Et du coup, j'ai porté plainte. Je me rappelle qu'au poste de police, ça s'était pas très bien passé. Ils ont été vraiment pas du tout bienveillants. Ils faisaient que me crier dessus en me disant si tu dis pas la vérité, ça va mal se passer. Enfin, vraiment, j'en tiens pas du tout un bon souvenir. Et quand je suis allée me faire auditionner un peu plus tard dans l'après-midi, je me suis fait auditionner par une femme et je la faisais chier complètement. Je la faisais chier et moi, ça me mettait mal à l'aise. Mais elle me disait quand même de raconter, mais t'entendais qu'elle soupirait. Oui, allez, tu peux aller un peu plus vite. Enfin voilà. Et dans les détails aussi, de préciser un peu plus. Voilà, elle était grave. Elle n'était pas du tout bienveillante. Et du coup, je redescends et on me dit qu'il faut que j'appelle quelqu'un pour venir me chercher. Alors moi, je tombe des nues parce que je me dis, j'ai porté plainte contre mes parents et je vais devoir retourner vivre chez eux. Pour moi, c'était impensable. Pour moi, j'allais partir en foyer d'urgence directement, mais pas du tout. Donc, ils appellent ma tante et elle vient me chercher. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Lana? Qu'est-ce que tu as fait? Tout ça. Genre, elle était un peu choquée et tout. Et du coup, elle me ramène chez moi. Et là, j'arrive chez moi et c'est un peu froid. Genre, ma tante, elle leur explique, mais moi, je m'enfuis. Tout de suite, je m'enfuis dans ma chambre. Et je me rappelle qu'à un moment, je suis allée à la salle de bain, puis j'ai mon père qui monte et qui me dit mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Et voilà. Voilà, et ensuite, donc pendant 1 an, j'ai eu un suivi avec une éducatrice qui venait à la maison. On ne parlait pas forcément de l'éducation, hein, on parlait plus de comment ça allait, voilà, c'est tout. Comment moi j'allais, pas forcément comment ça se passait avec mes parents. Et du coup, donc pendant 1 an, voilà, j'ai vécu avec mes parents tout en ayant porté plainte. Donc c'était quand même assez difficile. Et ensuite, je suis partie en foyer, mais tout en restant dans ce lycée. Je suis partie en foyer, donc voilà. Et c'est là que tu as rencontré ce fameux garçon? Ce fameux garçon. Tu peux me raconter? Au début, on s'est parlé sur Instagram, mais il n'y a pas du tout le sujet escorte. Hein, Au début, tu te draguais, quoi. Oui, voilà, c'était. Moi, je pensais que même il y allait avoir plus avec ce garçon, que voilà, ça allait être mon nouveau petit copain et tout ça. Et il m'a dit, mais tu voudrais pas faire ça pour de l'argent? Et moi, je me suis dit, bah en vrai, pourquoi pas? Puisque moi, j'ai toujours été très ouverte sexuellement. Et pour de l'argent, bah en vrai, let's go. Hein. Là, à ce moment-là, t'as quel âge? Ben, je pense que ouais, j'ai 16 ans. Donc voilà, il a commencé à me mettre sur un site, à faire des photos, tout ça. Et c'est lui qui gérait tout. Tous les messages, tout ça, moi je faisais rien. Et bon, il me posait quand même des questions. Est-ce que tu acceptes ceci, cela, ce genre de personnes et tout. Donc il était quand même bienveillant. Donc en fait, il t'a un peu recruté pour être ton Mac. Ouais. C'est ça? Pour moi, c'est Mac. Hein. Enfin, il n'y a pas à discuter. Hein. Du moment où il prend de l'argent, c'est Mac. Il prenait combien d'argent? Il prenait 50%, lui. Okay. 50%. Donc, c'était énorme. Hein. C'était énorme. Mais moi, au début, je ne m'en rendais pas compte, hein, puisque c'était des sommes déjà... Enfin, c'était déjà incroyable. Même 100 €, en étant au foyer, j'étais super contente. Tu gagnais combien par client? Par client, c'était 100 € à la prestation. Le premier client que j'ai eu... Donc c'était un peu au-dessus de la réalité pour moi, puisque je connaissais pas du tout, voilà. Bon, je connaissais les rapports sexuels vaginaux, enfin rien de plus, quoi. Et ce garçon, il m'avait demandé de faire rapport anal et rapport vaginal sans protection et de l'uro. C'est-à-dire l'uro, c'est quoi? Qu'il me fasse pipi dessus. Sur le corps, douche dorée, on appelle ça. Ok. Et sur le corps et... Dans la bouche. Ok. Dans la bouche. Et moi, je me suis dit, bah, je vais essayer. Hein. Si ça marche bien, enfin, si ça me dérange pas, bah, je le ferai encore plus. C'était quoi le tarif de ça? Pour ça, c'était 1 000 €. À 1 000 €? Ouais, 1 000 €. D'accord. Ouais, donc ça m'avait assez impressionnée. Donc, je me voyais pas refuser ça. Hein. Pas du tout. Hein. Ouais. Même si je savais que j'allais perdre la moitié, mais 500 €...
j'étais quand même bien contente. Hein. Voilà, donc après tout s'enchaîne. Hein, je continue ça avec ce garçon. Je pense que je travaille, on va dire, pour lui. Hein, que je travaille pour lui pendant quelques mois. Et après, j'ai un peu vu comment ça fonctionnait. Donc j'ai décidé de lui dire d'arrêter avec lui et de continuer toute seule. Voilà, je faisais un peu ma petite vie. Et j'ai même commencé à travailler. J'étais caissière. Ouais. Et j'avais arrêté un petit peu. Je faisais moins. Et ensuite, un jour, j'ai décidé d'arrêter de faire caissière parce que je me disais que voilà, je pouvais avoir quand même beaucoup plus d'argent et que j'en faisais beaucoup plus avant ça. Et un jour, donc je décide de partir dans le sud. De partir dans le sud de la France et pour faire ça. Est-ce qu'il y a plus de clients dans le sud de la France? Oui, enfin c'est plus intéressant. Ok. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant et ça l'était effectivement. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que les gens, quand ils me contactent dans le sud, ils proposent plus des grosses sommes d'un coup. Ah ouais? Enfin des grosses sommes, où je parle 300, 400 euros, ce qu'ils prennent à l'heure, ou voilà. Que là où j'habitais, c'était tac-tac, c'était 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Mais comme moi, je faisais pas non plus 10 clients dans la journée. T'arrives à combien par mois, à faire combien par mois avec tout ça? Bah, au début, je pense que je faisais bien 4 000 euros. Peut-être même des fois entre 4 et 6 000. Hein. Ok. Et là, dernièrement, voilà, ça commence à peser. Et puis même, voilà, je fais beaucoup moins. En ce moment, tu habites où? Alors, j'habite chez un ami. Que tu as rencontré sur un de ces sites? Non, pas du tout. Enfin, si je l'ai rencontré sur un site, mais quand j'étais dans le sud, je suis un peu partie voilà, à la va-vite, sans forcément avoir d'argent. Je me suis dit que voilà, j'allais faire un client, hop, j'allais prendre un thé, j'allais faire un autre client, je pouvais payer toutes les nuits comme ça. Alors que pas du tout. Donc il y avait, je sais pas si tu connais, il y avait un site qui s'appelait Coco. Non, bah c'est un site qui a fermé parce que je sais pas si tu te rappelles, enfin si, tu en as entendu parler avec Gisèle Pélicot. C'est le site c'est du ce fameux Gisèle site. Pélicot. Ouais. D'accord. Et Ok. donc là-dessus, tu mets un petit nom, ton code postal et tu mets un titre. Ok. Et les gens qui sont Toi, connectés. t'avais mis quoi comme titre? En fait, j'étais dans la merde et du coup, moi, je l'avais pas du tout utilisé pour faire l'escorte. J'avais mis recherche aide pour dormir pour un logement et tout. Et donc, il y a ce fameux monsieur qui... Il a quel âge? 60. Ok. Ouais. Et il t'a proposé de t'héberger alors? Oui, il m'a proposé de m'héberger. Mais je pense que dans le fond, il pensait qu'il y allait avoir des échanges sexuels et tout. Et pas du tout. Je pense qu'on a un peu créé un lien d'amitié, tout ça. Ouais, c'est sympa. Ok. Et que voilà, du coup, il n'y a jamais eu ça. Même encore aujourd'hui, je suis encore chez lui et franchement, il n'y a jamais eu ça. Ok. Il est gentil avec toi? Ouais, trop gentil. Vraiment trop gentil. Hein. Pourtant, il n'a pas beaucoup d'argent. Je peux dire que des fois, il me nourrit. Et bon, voilà, j'essaie de rendre un peu l'appareil. Mais franchement, il est génial. Il est super gentil. Ok. Et c'est quoi le profil de tes clients là dans le sud de la France? C'est qui ces hommes? Bon, c'est des gens normaux. Hein. Franchement, c'est des gens normaux. Beaucoup d'hommes mariés quand même. Voilà, beaucoup d'hommes mariés. Et il y a aussi beaucoup d'hommes un peu désespérés. Voilà. Ok. Donc, moi, ça m'a un peu... ça m'a fait perdre beaucoup de clients, ces hommes désespérés, parce qu'à chaque fois, ils auraient voulu plus. C'est-à-dire? Bah, une relation, voilà, avec moi, une relation sérieuse, peut-être. Ils ont quel âge? Entre 40 et 60. C'est quoi le cadeau le plus fou qu'un homme il t'ait fait? Une voiture. Il t'a offert quoi? Une Mini Cooper. Tu l'as actuellement? Oui, je l'ai, ouais. Ok. Ouais. C'était qui ce monsieur? Alors lui, c'est un client que je parle toujours aujourd'hui. Enfin, voilà, on se voit toujours, mais qui m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup. Hein. Là, par exemple, pour venir à Paris, il m'a envoyé 400 € hein, pour mon train, tout ça. Enfin, à chaque fois que je suis emmerdée, je lui demande, il m'envoie l'argent. Et voilà. Et ouais, il m'a emmené aussi un peu en week-end, il m'a emmené en Italie, on est allé au Vatican, on a visité donc Rome, on est allé à Milan. Ma première fois que je suis venue à Paris, je suis venue aussi avec lui. Hein. C'était la première fois que je voyais Paris, donc il m'a fait un peu découvrir et tout. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Donc aujourd'hui, c'est un peu ton seul entourage, tous ces hommes que tu fréquentes? Ouais, vraiment,
c'est l'entourage. Est-ce que tu aurais aimé grandir peut-être dans une famille différente et ne pas tomber dans la prostitution? Est-ce que tu penses que c'est à cause de la famille dans laquelle tu as grandi que tu es tombée là-dedans? Bah, moi, je pense que déjà, premièrement, je recherchais cette affection autre part. Donc, l'amour que j'ai pas eu de mes parents, je l'ai cherché déjà premièrement vers les hommes. Donc ça m'a pas aidée. Si j'avais été dans une autre famille, ça se trouve aujourd'hui, je serais médecin. Je sais pas, j'aurais eu des rêves, j'aurais eu une joie de vivre, j'aurais peut-être pensé, à faire des grandes études. Voilà, vraiment rien à voir. Hein. Et j'ai même la sœur de ma maman que je suis allée voir il n'y a pas longtemps et qui elle-même m'a dit je pense, Lana, que si tu n'avais pas été dans cette famille, aujourd'hui, tu n'en serais pas là. Est-ce que tu considères que ton adoption, elle s'est mal passée? Ah oui, complètement. Franchement, pour moi, c'est un échec. Moi, j'en veux beaucoup aux personnes qui, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, qui emmènent ses enfants dans les familles au moment de l'adoption. Parce que je pense qu'en vrai, il aurait dû avoir un suivi après encore. Et j'en veux beaucoup à cette façon ce système. Ouais, voilà, à ce système de pas avoir. Je sais pas si c'est comme ça avec tout le monde. Peut-être qu'ils se sont dit, ils sont géniaux, ces parents. On fera pas de suivi ou ça se trouve. Je sais pas, je sais même pas. Parce qu'en France, quand même, adopter un enfant, ça prend du temps. Tu m'as dit que tes parents, ils ont mis 6 ans avant de réussir à t'avoir. En fait, ça met 3 à 4 ans, je crois, pour être apte à adopter des enfants. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de t'être mise en danger aujourd'hui dans le travail que tu fais? Ouais, je pense que j'ai pas assez peur des fois. Parce que quand on voit ces enfants, des fois, disparaître, quand ils marchent au bord de la route, et que moi, je me lance gratuitement à aller voir des inconnus, je pense que je fais pas assez attention. Il t'est jamais rien arrivé de grave? De grave, non. Il y a juste une fois où il y a un homme qui m'avait totalement délaissé dans la forêt à 30 minutes de la ville. Et sans batterie, sans rien, enfin là, je m'étais dit que c'était la fin, mais je m'en suis sortie quand même. Il t'a laissée toute seule au milieu de la forêt? Ah oui, parce qu'il ne voulait pas me payer avant. Ok. Et moi, j'avais ce petit fonctionnement, et je pense que toutes les escortes l'ont, c'est de se faire payer avant pour pas se faire avoir à la fin, quoi. Parce que bon, une femme, comment on se débat des fois contre un homme, enfin, en face d'un homme, c'est un peu compliqué, quoi. On n'a pas la même force, tout ça, donc c'est mieux... de dire de se faire payer avant. Et il m'a dit non, regarde, il m'a sorti un billet de 5, un billet de 10 euros. Je lui ai dit, tu sais ce que tu fais, tu me donnes la moitié. Et tu me donnes l'autre moitié à la fin. Et non. Et là, à ce moment-là, il m'a dit, tu veux pas faire ce que je veux, tu vas rester ici. Aujourd'hui, t'as personne pour t'aider? Non. Tu as l'impression d'être seule au monde? On est devenu une habitude. Je crois que si demain, par exemple, j'avais une copine, ça serait lourd pour moi. Parce que je suis tellement habituée à cette solitude et à faire ma petite vie toute seule que... Mais pourtant, j'en suis sûre que j'ai besoin d'une présence féminine dans ma vie, d'amis, de sortir. Moi, je sors jamais. Si je suis allée une fois en boîte, c'était peut-être avec un client. Mais je sors pas, je vais pas au restaurant avec du coup des copines. Et t'as pas envie de retrouver un travail pour éventuellement avoir une vie sociale et voir du monde? J'aimerais bien, sauf que je m'en sens incapable. J'ai essayé, quand j'avais 18 ans, j'ai été caissière et j'ai tout lâché quand même pour refaire escorte. Alors je me dis que... Et j'ai essayé même en étant dans le sud, j'ai essayé de faire femme de ménage à mon compte parce que j'adore faire le ménage. Genre c'est limite une passion. Et c'est bien, ça détend, ça déstresse. Ouais, vraiment. Sauf que j'ai lâché. Tu te sens respectée par tes clients? Par exemple, tu leur dis que pendant le rapport, tu leur dis que t'as mal. Et ils continuent. Et toi, tu dis que tu veux pas, ils continuent. Ça met dans des états, par contre. C'est horrible. Et t'as juste envie, c'est que ça se finisse et voilà. Et moi, souvent, avec ces gens-là, quand je sais que ça va un peu se passer comme ça, parce que quand tu rencontres quelqu'un, des fois, tu sens tout de suite qu'il est assez froid, tu sais que ça va mal se passer, mais tu vas quand même le faire parce que, bon, t'as besoin d'argent. Moi, tout de suite, je dis que je vais faire une certaine position pour que je veux rien voir. Je veux juste être dans cette position et
et attendre que ça se finisse. Et des fois, quand tu es dans cette position et que tu dis que tu as mal et qu'il ne veut pas arrêter, et que déjà tu commençais déjà à pleurer parce que tu n'avais pas envie d'être là, parce que la personne, elle n'est pas agréable, voilà. Il y a vraiment des hommes, ils sont horribles. Vraiment, ils respectent pas la femme. Des fois, je me dis, waouh, pauvres femmes qu'ils ont eues ou qu'ils auront, oh là là. Et ouais, et sinon, bah, il y en a, ils aiment bien la vulgarité. Moi, j'aime pas ça, hein. C'est-à-dire? Les insultes. Et moi, des fois, on me dit des insultes et tout de suite, je me mets à pleurer, hein. Et on te dit quoi? Bah, petite salope, enfin, c'est pourtant, voilà, quoi. J'ai décidé de faire ça. Faut que je m'attende à cette insulte aussi, mais j'aime pas, hein. Moi, j'aime pas la vulgarité, hein. Moi, je fais ça en restant. Enfin, je veux que ça soit normal, quoi. Comme si c'était petit ami, pas. Je sais pas. Il y en a vraiment, sur les mots, ils sont durs. Et ça, c'est dur. Et ouais. Et il y en a beaucoup aussi. Il y en a, c'est vraiment des cons. Genre, des fois, ils enlèvent le préservatif et tu t'en rends même pas compte. Mais tu sais que ça, c'est un VIOL? Bah, tu sais quoi, tu me dis ça, mais franchement, je n'avais jamais pensé à ça. Bah oui. Ouais. Ouais, des fois, ils enlèvent le préservatif. Et après, je m'en rends compte. Puis à ce moment-là, je dis, s'il te plaît, ne crache pas dans moi. Fais pas dans moi. Et il le fait. Et ça, franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que tellement j'ai peur de ne pas avoir mon argent, parce que des fois, je fais confiance et des fois, je me fais pas payer avant. Que voilà, si je commence à dire non, l'argent, je l'aurai pas. Et vraiment, moi, à chaque fois que je travaille, c'est que j'ai quand même l'objectif de payer quelque chose. Je travaille beaucoup pour pouvoir manger, pour pouvoir m'acheter quelques habits, enfin, sans non plus abuser, hein. Mais c'est surtout pour manger quand même et pouvoir vivre, payer l'assurance de ma voiture. Donc quand je travaille, c'est que j'ai besoin de cet argent quand même tout de suite. Donc si je commence à dire non... Donc en fait, tu te prostitues, mais c'est pas pour acheter des choses de luxe, c'est vraiment non, uniquement pour vivre, quoi. Ouais, pour vivre, en pour fait. Je payer ton survis, quoi. quotidien. Ouais, c'est une espèce de... Et tu penses pas qu'avec un travail, tu pourrais? C'est pas moi, hôtesse d'accueil, vendeuse Bah déjà, j'ai pas confiance en moi. Alors tout ce qui touche... déjà, caissière, c'était dur. Mais quand il suffit d'un métier avec beaucoup de communication, non, ça me fait peur, hein. Pourtant, peut-être c'est ce qui me changerait, hein. C'est ce qui m'aiderait à changer, mais... Est-ce que tu as honte de te prostituer? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça, j'ai jamais eu honte. Est-ce que tu es en colère contre les gens qui t'ont laissé tomber? Ah oui, forcément. Et je pense qu'il faut que j'avance, hein. Mais ça va prendre du temps. Et c'est surtout dur quand on n'a pas la famille qu'on voulait, quoi. Après, on choisit pas sa famille, mais quand on n'a pas la famille aimante et tout, c'est un sacré travail à faire toute seule, quoi. C'est pas facile. Est-ce que tu crois encore que tu peux t'en sortir? Bah, moi, je pense que le jour où je m'en sortirai, ça sera parce qu'il y a un garçon qui entrera dans ma vie et qui m'aidera à sortir de ça. Parce que voilà, forcément, si c'est un petit copain, forcément, voilà, il y aura de l'amour. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui m'aimera, que j'aimerais et que, voilà, peut-être j'écouterai les conseils de quelqu'un qui m'aimera. Mais sinon, je pense que s'il n'y a pas un homme qui me sort de ça, j'aurais du mal de le faire toute seule. Bah écoute Lana, merci d'être venue, de t'avoir livré avec autant de sincérité. J'espère que peut-être cet épisode, il va te déclencher quelque chose en toi. Peut-être ça va te motiver à trouver un travail. Je sais peut-être pas. Tu vas avancer. Je sais pas. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. J'espère que ça va t'aider. J'espère que les gens en commentaire vont être bienveillants. Et que peut-être ça fera aussi un élément déclencheur auprès de ta famille qui essaiera de venir te soutenir. Ce serait bien. Je sais pas, peut-être. Ah bien. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que cette conversation vous aura permis de comprendre que derrière l'escorting, il y a des histoires qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on imagine parfois. Je compte sur vous pour rester bienveillant dans l'espace commentaire. Et surtout, si ces conversations vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment ce qui peut me permettre de continuer à faire des interviews comme celle-ci.